Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour l'update lecture avec mes dernières lectures du mois de mai. Ouais, je sais, je suis à la bourre en termes d'update. Je sais pas comment je fais, comment je me débrouille pour être toujours à la bourre. Je suis loin de lire 4 livres par semaine et pourtant je fais un update lecture qui sort toutes les semaines. Et je suis en retard. Je sais pas comment je me débrouille, vraiment, je ne sais pas comment je me débrouille. Mais écoutez, bref, après là, fin mai, j'avais quand même fait un 7 jours, 7 livres, donc j'avais lu plus de 4 livres sur la semaine techniquement. Mais enfin, bref, je sais pas comment je me débrouille. Du coup, ces livres-là, vous les avez déjà vus si vous avez regardé le vlog du 7 jours, 7 livres, dans lesquels j'étais pas au mieux de ma forme. On va pas se mentir, c'était pas la meilleure semaine de l'année, c'était pas la pire non plus, mais bon. Voilà. Mais bon, je vais quand même revenir en détail sur ces livres, maintenant que ça va mieux. En plus, c'est pas plus mal, mon avis a un peu évolué sur certains livres, encore que je pense pas que mon avis aurait été différent à un autre moment. Notamment l'abandon que j'ai fait sur la semaine, je pense pas que j'aurais été au bout du livre si j'avais été sur une autre semaine ou à un autre moment de l'année. Vous voyez, je pense pas que ça a joué à ce point-là. Bref, on y va. Le premier livre, c'était le plus petit des 7, et donc c'est Magic Perry, le tome 3, Flop Marmite de Fabienne Blanchu et Ariane Delrieux. Pardon, j'adore cette saga, je la trouve absolument géniale. On est dans un monde de sorcières. Il y a des hommes, pour que les sorcières puissent avoir des enfants, c'est mieux. Mais ils sont sorciers, mais pas vraiment. Ce qui compte vraiment, ce sont les sorcières, les femmes. On est dans une société matriarcale. Et donc, on a une femme qui s'appelle la Suprême, qui est donc la chef du village, la chef des sorcières. C'est elle qui dirige tout, etc., etc. Et Perry, le personnage principal qu'on suit ici, c'est la petite fille de cette femme, qui est donc appelée un jour à régner sur les sorcières et qui arrive à un âge où elle doit réellement avoir une espèce de formation de sorcière, mais de sorcière suprême en fait. Au-delà d'apprendre à être une sorcière, les potions, les machins, les bidules, les trucs, et les traditions du village et des sorcières, elle doit surtout apprendre le rôle de suprême. Alors elle a encore le temps parce que sa grand-mère est suprême, sa mère le sera avant elle, mais quand même. Et du coup, au cours de cette espèce de cheminement, d'apprentissage, elle va remettre en question certaines traditions des sorcières. Dans le premier tome, par exemple, c'est la tradition de un peu Halloween. En gros, les sorcières ont, au mois d'avril, il me semble, donc l'opposé de Halloween, une tradition avec les humains, une tradition un peu gore, en fait. Elles enlèvent des humains et font des trucs un peu chelous avec elles. Et Perry est en mode, c'est un truc qui date de l'âge des pierres, quasiment littéralement. Est-ce qu'on est obligé de faire ça comme ça, encore aujourd'hui? Et la seule réponse qu'on lui donne, c'est, bah oui, mais c'est la tradition. Perry est en mode, c'est pas parce que, un, c'est la tradition, deux, ça a toujours été fait comme ça, qu'on doit continuer à faire les choses comme ça. En fait, elle vient questionner le fondement même des traditions dans chaque tome. Et ici, c'est pas vraiment une tradition, c'est plutôt une coutume, je dirais. En gros, on voit le petit robot ici. Chaque famille de sorcières a un petit robot qui cuisine, un petit robot qui prépare les repas. Quand on reçoit des gens, c'est lui qui organise tout, les plats, les entrées, les desserts, enfin, qui fait tout, tu vois. La particularité, c'est que plus c'est mauvais, plus c'est mal fait, plus c'est immonde, mieux c'est vu par les sorcières. Vous voyez, genre un bon robot cuisinier fait un plat immonde avec des mouches, avec des dégueulasses. Vraiment, plus c'est dégueulasse et mieux c'est. Le problème, c'est que le petit robot est vieillissant, qu'il n'a pas forcément eu toutes ses mises à jour, et que du coup, bah, il commence à faire des trucs bons. Donc en fait, c'est pas bien, du coup. Et comme la Suprême vit dans la maison, enfin c'est la maison de la Suprême, c'est le robot de la Suprême, elle peut pas se permettre d'avoir un robot défaillant quand elle organise des réceptions. C'est pas possible. Et donc, Perry vient et lui dit, bah, pourquoi c'est pas nous qui cuisinons? Pourquoi c'est pas un humain ou un sorcier ou une sorcière qui cuisine à la place du petit robot? Vu que le petit robot il est en galère, tu vois, on peut l'aider nous aussi, tu vois. Et la sorcière, et la grand-mère est en mode bah non, c'est la coutume, c'est comme ça, une bonne sorcière se doit d'avoir un robot qui cuisine, tu vois. Mais bon, il y a un concours ici qui va être organisé, 3 personnes, sorcières, vont participer à ce concours pour au moins une réception remplacer le robot. En fait, c'est pour éviter que l'image de la Suprême ne soit tachée, quoi.
entaché. Bref, vous avez compris. Franchement, j'adore cette saga, je trouve ça hyper cool. De manière générale, je l'ai déjà dit, mais j'aime bien les sagas jeunesse et les romans jeunesse qui apprennent aux enfants que c'est pas parce qu'on t'a appris ça comme ça, c'est pas parce qu'un adulte te dit ça comme ça, c'est pas parce que un adulte a décidé que ça devait être comme ça que tu n'as pas le droit en tant qu'enfant de remettre en question cet apprentissage, cette tradition, cette tâche. Alors évidemment, un enfant doit écouter les adultes, mais c'est bien aussi de leur apprendre qu'ils ont le droit de pas être d'accord et ils ont le droit de dire qu'ils sont pas d'accord. Je trouve ça hyper cool et j'adore cette saga. Ensuite, j'ai tenté, et je ne dirai le titre qu'une seule fois parce que vraiment ça me fatigue, donc j'ai tenté A Harvest of Hearts, ça me fatigue vraiment, je vous jure, de Andrea Himes. Je comprends pas pourquoi il traduit pas les titres. Et j'ai l'impression que particulièrement en romantasy ou en... ici c'est pas de la romantasy, c'est la cozy fantasy, j'ai l'impression que c'est ok en fantasy de manière générale de pas traduire les titres. Ça me fatigue, je vous jure ça me fatigue. Traduisez les titres, faites un effort, enfin je sais pas, à un moment donné vraiment ça me saoule. Bref, donc j'ai lu 83 pages parce que c'est de la cozy en fait. Voilà, ici on est en cozy fantasy. L'univers a l'air ouf, l'héroïne a l'air hyper intéressante, hyper cool, franchement j'avais envie de la suivre, j'avais envie de découvrir plein de choses sur cette histoire de magie, cette histoire de sorcier et tout, tu vois. Mais en fait, c'est trop long. Vraiment, c'est lent, il se passe pas grand chose et c'est de la cosy. En fait, enfin, je peux pas dire que c'est mal fait parce que c'est trop lent. On est en cozy fantasy, ça peut pas être rapide la cozy fantasy, peut pas y avoir plein de rebondissements à chaque page, c'est pas possible, on est en cozy fantasy, donc les codes même de la cozy fantasy, c'est ça. Et moi j'aime pas la cozy fantasy. Du coup vous allez me dire, bah André, pourquoi t'as acheté ce livre? Je n'ai pas acheté ce livre, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book en décembre. Et bah je voulais quand même le tenter parce que je me suis dit pourquoi pas. Et en vrai de vrai, en commençant le livre, je savais pas que c'était de la cosy. C'est une fois que j'ai lu 40-50 pages que j'ai vu derrière que c'était marqué cosy. D'ailleurs c'est marqué cosy avec un Z, bref. Et ça passe pas, vraiment. Ici on va suivre une jeune fille qui vit dans un petit village, donc on est en fantaisie pure, hein, vraiment, c'est un monde de fantaisie. Et donc elle vit dans son petit village avec son père, elle n'a pas forcément une très très bonne réputation, elle est considérée comme moche, et elle arrive à un âge où elle doit se marier, donc c'est un peu galère pour elle. Et de temps en temps, régulièrement, dans le village, il y a des sorcières qui débarquent et qui volent des petits bouts de quelque chose aux gens et qui repartent. Elle le dit elle-même au début, c'est pas quelque chose qu'elle a questionné. Voilà, depuis qu'elle est née, c'est comme ça. Dans le village, personne ne remet ça en question. Les gens sont en mode c'est comme ça, c'est la vie, ça se passe comme ça. Et puis en vrai, elles viennent, elles font leur popote, elles repartent. Ça gêne pas vraiment le quotidien du village. Donc personne s'est jamais posé de questions sur pourquoi elles venaient là, qu'est-ce qu'elles prenaient réellement, à quoi ça leur servait, pourquoi elles repartaient. Personne s'est vraiment questionné là-dessus. C'est comme ça fait partie du quotidien du village, et basta. Et un jour, il y a un carrosse qui va débarquer, un carrosse très différent des autres, le plus beau, le plus luxueux carrosse que personne n'a jamais vu. Et la personne qui va descendre de ce carrosse est très différente des sorcières qu'elles ont vues avant. Et notre héroïne va être attirée par cette personne. Il va se passer un espèce de petit événement, et suite à ça, elle va se lancer dans une quête de fantaisie. Alors franchement, dit comme ça, franchement, je me suis dit ça a l'air trop cool. Et c'est trop cool le début. En fait, que ce soit lent au début, ça me dérange pas. Tu vois, on pose les bases, on présente les personnages. Je l'ai aussi dit en vlog, j'aime bien le choix de l'autrice ici. C'est-à-dire que c'est difficile de trouver en fantasy comment donner les éléments du monde de fantasy aux lecteurs-lectrices alors qu'on suit des personnages qui, eux, ont grandi dans ce monde-là et connaissent ce monde-là depuis qu'ils sont jeunes. Donc en fait, le personnage, c'est bizarre que quand il voit un élément de fantasy, tu vois, ils te le décrivent, ils te disent à quoi ça sert et tout, tu vois. Pour lui, c'est un élément de son quotidien. C'est un peu comme si je me lève le matin, je me fais un café et je suis en mode ah oui, je me fais un café avec une tasse parce que dans les traditions, je vais pas faire ça. C'est dans mon quotidien, c'est comme ça, c'est ok, tout le monde est au courant. Toi t'es pas du monde, mais je m'en fiche. Je vais pas raconter moi dans ma tête le matin quand je me lève et que je fais mon café le pourquoi du comment j'utilise une tasse, tu vois. C'est ce genre d'élément de fantaisie. Bon là j'ai pris l'exemple de la tasse pour vous donner une idée, mais du coup c'est
difficile en fantasy de trouver un moyen de donner ces éléments-là au lecteur-lectrice alors que le personnage n'est pas censé les expliquer puisque pour lui c'est ok, enfin c'est son quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici le parti pris de l'autrice, c'est que le personnage a décidé de raconter son histoire. Elle a décidé que ce qu'elle avait vécu, ça valait la peine d'être raconté. Et donc, elle a conscience, au moment où elle raconte son histoire, qu'il faut qu'elle remette dans le contexte, qu'elle donne certaines explications, certains éléments de la vie du village, de comment ça fonctionne, les sorcières, les carrosses, vous voyez. Et franchement, j'ai adoré cet angle-là, était vraiment cool. Bref, et donc après la venue de ce carrosse, elle décide de partir en quête. Sauf qu'on est en cosy, et donc la quête est pas franchement folichonne, quoi. Déjà, le temps de trajet du village jusqu'à l'endroit où elle veut aller, ça prend des jours, et en fait, il se passe rien. Sur le trajet, moi, en fait, je m'attends à une attaque de bandits, je m'attends à ce qu'elle rencontre la mauvaise personne, je m'attends à ce qu'on l'attaque, je m'attends à ce qu'on lui vole ses affaires, je m'attends à un truc, tu vois. On est dans un monde dangereux, avec de la magie, avec des sorcières, enfin, je m'attends à quelque chose, et rien. On est en cosy. Donc en fait, elle te raconte son quotidien, elle monte dans la calèche, et puis le monsieur il est très gentil avec elle, et puis il l'amène, et puis elle arrive dans une auberge, elle discute avec des gens très sympathiques, elle découvre comment est leur quotidien à eux, qui est différent du sien, mais c'est très mignon. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'événement, il n'y a pas d'aventure, il n'y a pas de rebondissement, on est en cosy, encore une fois. Vraiment. Et donc en fait, bon, je t'en mode ok, c'est un peu long, mais allons-y, let's go. Et une fois qu'elle arrive à sa destination, je t'en mode bon, bah là, ça va démarrer. Et en fait, ça démarre pas, parce que il n'y a pas de démarrage. On est en cosy. Bah, du coup, au bout d'un moment, j'ai arrêté d'essayer de m'acharner à attendre que ça démarre selon mes standards, tu vois. Voilà. Et donc voilà, on la suit, elle arrive sur place, elle s'installe, et puis c'est un quotidien. En fait, c'est un contemporain avec un peu de sorcière, un peu de magie, mais en soi, bah c'est cosy. Vraiment, j'ai pas d'autres mots à vous donner. Je sais pas comment vous expliquer le truc, mais c'est pas nul, loin de là. C'est juste que moi, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, suivre le quotidien banal des gens, ça m'intéresse pas. Le contemporain basique, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et là, bah, c'est du contemporain basique, avec un peu de magie, mais en vrai, c'est pas parce qu'il y a de la magie qu'il y a de l'action, qu'il y a de l'aventure, qu'il y a des rebondissements que... Non, non, c'est assez calme comme livre. Et du coup, bah, j'ai arrêté. Ensuite, je me suis rattrapée en termes de fantasy puisque j'ai lu Les aventures d'Alvin et Léna, le tome 3, Le château nocturne de Estelle Faye et Nancy Peña. J'adore Estelle Faye, vraiment, elle a une capacité de s'approprier des tropes ultra connues, ultra vues et revues, des tropes qu'on ne peut plus voir, qu'on ne peut plus se blairer, notamment en fantasy, genre vraiment, mais avec un petit twist, avec un petit truc à elle, qui fait que la trope c'est la même que dans n'importe quel autre livre, mais parce qu'elle est écrite par Estelle Faye, bah c'est génial. Vraiment. Genre une trope, je crois que la trope du tome 1, c'est genre on est dans un petit village, avec le dirigeant du village, un espèce de groupe de gens qui se réunissent de temps en temps pour définir les lois, etc. etc. Un village qui n'a pas d'histoire, rien du tout. Et de temps en temps, une fois tous les 6, 8, 10 ans, je ne sais plus, des grosses bêtes débarquent dans le village et sont en mode soit vous nous donnez une jeune fille et on repart avec, soit on tue tout le village. Et donc le village choisit une jeune fille et les créatures repartent avec. Vous voyez, c'est la trope en fantasy, enfin genre, c'est du vu et du revu, mais parce que c'est Estelle Faye, le tome 1 est pépite, vraiment. Et donc ici, on continue à suivre Alduin et Léna. Ils ont vécu plein d'aventures dans les tomes 1 et 2 du coup. Et ici, dans ce tome 3, ils entendent parler d'une légende autour d'un château. Un château magique que si tu le trouves, si tu l'atteins, sur place, tu pourras un peu genre utiliser la magie ou faire un vœu pour résoudre ton problème. Encore une fois, on n'est pas sur... En fait, on n'est pas sur une trope originale, on n'est pas sur... le résumé en lui-même n'a rien d'original. Quand tu l'entends et quand tu le lis derrière, t'es en mode, bah, je connais l'histoire en fait, enfin, j'ai déjà lu, tu vois. Sauf que non. Parce que l'originalité, c'est la manière dont les personnages se comportent, c'est ce qui arrive aux personnages avant qu'ils atteignent le château, c'est comment est ce château créé par Estelle Faye du coup. Enfin vraiment, le résumé a l'air banal, l'histoire ne l'est absolument pas.
Et donc, Lune et Léna, qui découvrent l'existence de ce château mystérieux, décident d'y aller. Et évidemment, ils vont pas l'atteindre en un claquement de doigts. Si c'est un château mystérieux et magique, etc., et qu'il y a peu de gens qui l'atteignent, c'est pas pour rien. Il y a un petit village à côté du château avec un roi ultra bizarre. Enfin, vraiment, il y a plein de magie, il y a plein de personnages hyper originaux, franchement, dans chaque tome. Et pourtant, enfin, en fait, tout est fait en très peu de pages. Genre là, on est sur 134 pages. En plus, on a quelques illustrations. On est en jeunesse, donc c'est écrit gros, enfin genre. Et pourtant, Estelle Faye arrive à nous faire un univers, mais c'est pas compliqué, mais c'est étoffé. Vraiment, l'univers est vraiment hyper bien pensé, hyper développé. C'est pas compliqué en soi, mais il y a plein de petits éléments qui viennent se rajouter. Les personnages ont pas genre 2 traits de caractère principaux, puis voilà, on est en jeunesse, je vais pas aller travailler. Non, au contraire, ils sont ultra travaillés, chacun de ces personnages. Et puis ils ont tous des évolutions que tu vois pas forcément venir. Enfin, vraiment, j'adore Estelle Faye, je pense que vous avez compris. Et moi, je vous les conseille vraiment, vraiment. Et aussi pour faire découvrir ce qu'est la vraie fantaisie à des enfants. C'est cool. Il y a la fantaisie jeunesse où les personnages sont simplifiés, où l'univers est pas trop compliqué non plus parce qu'on est en jeunesse. Et franchement, c'est pas une critique. Et il y a ça où on est en jeunesse. C'est pas trop compliqué. Mais mon Dieu que c'est travaillé. Ça, c'est un vrai avant-goût de ce qu'est la fantaisie adulte. Pas young adulte, adulte. Donc vraiment, c'est un vrai premier pas dans la fantaisie pure et dure pour des enfants. Et c'est hyper bien fait. Je sais même pas comment elle arrive à ce degré de complexité, mais c'est facile à lire. Vraiment, je sais pas comment elle fait ça. Elle est forte, je vous jure, elle est forte. Et le dernier livre pour aujourd'hui, c'est Sandorine contre les sorciers de Patricia C. Word et Yves Besnier. C'est un tome 2, le tome 1 c'est Sandorine contre les dragons, et ici on a aussi pas mal de dragons, on va pas se mentir. En gros, dans le tome 1, on rencontre Sandorine qui est la 7e ou 8e fille d'une famille, donc elle a 6 ou 7 sœurs avant elle, et donc en gros, elle sait que elle est en âge de se marier, elle devrait se marier, etc. etc. Mais l'homme que ses parents vont choisir pour elle, c'est franchement pas ce qu'elle veut, c'est un peu ce qui va rester une fois que ses sœurs seront passées avant elle, en gros. Et elle est en mode c'est pas ce que je veux, donc elle s'en va. Elle prend ses clics et ses claques, vraiment elle se casse, et elle va voir les dragons. Elle propose un marché aux dragons, elle est en mode si vous acceptez que je reste ici tranquillou bilou dans vos grottes, en échange, je vous prépare à manger, je fais le ménage, et comme ça je suis tranquille. Elle mène sa petite vie tranquille, loin de ses parents, loin de sa famille, pas de mari, pas de prince, pas de chevalier, elle est peinard. Ça c'est l'histoire du tome 1. Ici, on va suivre un roi. Il a un petit royaume autour de lui, il est un peu tranquille, etc. Et un jour, il découvre que sur une partie de son royaume, il y a de la magie qui a été mise en place et qui a détruit une partie de son royaume. Il trouve quelques indices, quelques éléments qui laissent penser que les dragons y seraient pour quelque chose. Et juste après, il y a un sorcier qui vient le voir et qui lui dit oui, les dragons ils font n'importe quoi, regardez ça, moi je suis pas content, mais j'ai besoin d'aide pour combattre les dragons, venez, je vous aide à combattre les dragons, tu vois, alors qu'en fait c'est lui qui a besoin d'aide, mais il dit je vous aide, en plus ils vous ont attaqué, je vais vous aider, et puis comme ça on se débarrasse des dragons. Bon, le roi il est pas bête, il se dit c'est louche tout ça, pourquoi les sorciers auraient besoin de mon aide pour combattre les dragons alors que ils ont la magie, ils ont tout ce qu'ils veulent, enfin à un moment donné ils peuvent se débrouiller, tu vois. Et donc du coup il décide d'aller voir les dragons directement, et c'est là qu'il tombe sur Sandorine qui va lui expliquer un petit peu le point de vue des dragons sur les sorciers, et l'histoire démarre. C'est une histoire pareil, assez originale dans la construction. On a cette princesse rebelle, des dragons gentils, des sorciers méchants et de la magie mal utilisée. Franchement, c'est hyper cool. J'adore ce genre de saga. En plus, c'est un format particulier, c'est un format un peu carré pour le livre. Alors, c'est illustré, mais en noir et blanc. Comme ça, vous voyez. Mais je vous recommande cette saga, franchement j'adore, je la trouve géniale. Je crois qu'il n'y a que 2 tomes et c'est franchement dommage. Il faudrait que je me renseigne sur ce qu'a fait d'autres Patricia C. Word, parce que
parce que franchement c'est trop cool, c'est vraiment hyper original, hyper fun à lire. Ça se voit que c'est pas nouveau, c'est pas récent, mais ça a hyper bien vieilli et c'est l'avantage de ces sagas jeunesse, fantasy, fantastique où comme on est en fantasy, de toute manière, il n'y a pas de technologie, tu vois. Dans les années 80, ils n'avaient pas de téléphone portable, etc. Mais aujourd'hui aussi, dans les fantaisies, ils n'en ont pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça vieillit bien de ce côté-là. Et puis bon, on a une petite part de féminisme avec notre personnage principal de Sandorine, qui n'est pas pour me déplaire. Il est vrai, les dragons, j'adore. Enfin bref, j'adore cette saga et je ne peux que vous la recommander. Pour tout vous dire, ma caméra est en train de surchauffer et elle me dit qu'il est temps que j'arrête de parler parce que là, elle va se couper dans peu de temps, elle a besoin de repos, elle a besoin de fraîcheur. Elle me tiendra pas trop en ce moment. Bref, du coup, je vais arrêter ma vidéo ici. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.